La réhab. À midi ou comme à minuit, Monster, ce Red Bull, ça change pas. Mika, Exactement. je suis un petit peu déçu, je t'avoue, parce qu'on n'a même pas fait la preview de l'UFC 290, alors que je crois que 2 mois auparavant, je vous en avais parlé tellement j'étais hypé par cette carte. Et malheureusement, on n'en a même pas parlé. Je te jure que je suis Ouais. dégoûté. Bah après, ouais, c'est vrai, mais regarde, le truc, c'est que, en fait, c'est que tout s'enchaîne. Moi, je suis parti à Orange pour coacher Oudina. Et après, bah, on a 3 emplois du temps un peu différents. Il faut qu'on arrive à trouver des choses. En plus, on voulait avoir Clément sur le podcast. On n'a pas réussi. Bah, c'est comme ça, hein. Ouais, mais d'ailleurs, comme annoncé sur Instagram, j'avais annoncé les invités pour cet épisode-là. On devait recevoir Nora Cornell, donc je pense que ça se fera la semaine prochaine avec Monsieur Ibrahim Amané. Donc du coup, on va revenir chronologiquement dans l'actualité. Il y a eu l'Octagone, on avait un Français sur l'Octagone, un Belge aussi, le Keita, il y avait le Rising pour Claire Lopez, il y avait l'Hexagone, donc qui était. Et il y avait l'UFC 290, donc on va revenir dans l'ordre chronologique. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner et bénéficier de moins 20% sur toute la boutique Ked One. Donc il y en a qui l'avaient mal compris dans l'épisode précédent, je le remettrai en description. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Mika, je te laisse commencer. Qui étais toi à l'Hexagone à Orange? Ouais, alors je commence par quoi? Par l'événement en lui-même. L'événement lui-même, bah, surtout toi, vu qu'il était avec Sofiane Oudina, qui l'a emporté par soumission, c'est ça? Ouais, alors déjà, bah, pour moi, ça a été, et je dis pas ça parce que c'est mon gars, hein, mais vraiment pour moi, ça a été le combat de la soirée, le combat Gaza-Oudina, parce que ça a été le combat où il y a eu le plus d'expérience, c'est le combat où il y a eu le plus de retournements de situation, et c'était pour moi, en termes de match, en termes de combat, le plus équilibré, et même Oudina était pour moi le challenger, et Walter était le favori. Et donc, du coup, c'est un combat qui a tenu toutes ses promesses et qui s'est fini au deuxième round par un étranglement arrière. Donc, grosse performance de Soufiane Oudina. Et pour moi, il vient de battre ce qu'on peut appeler un top 50 européen. Donc, voire un top 100, je crois que en tout cas, je crois que sur C'était Tapology, un les 100 combat où il était forts. vraiment pas favori, hein, c'est ça? Ah ouais, il était vraiment pas favori. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est Aïmargui avait gagné la ceinture de l'Hexagone en affrontant Walter Gaza. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, il y a un combat, faisait la ceinture. Et donc, c'est un peu ouf ce qu'a fait Soufiane. Et surtout, il l'a fait avec une grosse performance. Donc pour moi, de toute manière, c'était vraiment le combat de la soirée. Et je pense que tout le monde est assez d'accord pour le dire. C'est un peu les retours qu'on a eus. Après, évidemment, la tête d'affiche, c'était Greg MMA. Schlagen. Ouais, Bushlag. Bon, il a gagné très vite, il a gagné en 14 secondes. En face de lui, c'était clairement pas. Bon, voilà, quoi, faut pas se mentir non plus. Je parle de pêcheur et de chasseur. Lui, Au-dessus. c'est un mec qui faisait du curling, tu vois. C'est- Non, mais voilà, c'est une vérité aussi. Après, je pense que le défi, il était ailleurs pour Greg. Mais bien sûr, c'était juste un kiff, je pense. Ouais, je pense que Enfin, c'était c'est même un pas, je kiff. pense. Et après, il est revenu, il a fait le taf. Et voilà. Et par contre, gros, tu vois le public qu'il y avait. Je pense que la salle, là, je vais y revenir après, mais je pense que c'est ça qui est ouf dans le MMA, c'est qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de fans. Parce que ceux qui connaissent un peu le MMA, bon, bah, savaient que ça allait pas être un combat extraordinaire sur le papier, parce qu'on savait qu'il allait pas avoir une grosse résistance de la part de son adversaire. Mais quand tu vois l'émotion qu'il a réussi à générer à travers ces 14 secondes sur le public, tu te dis que voilà, il y a vraiment deux types de public dans le MMA. Tu as ceux qui sont fans du MMA hardcore et qui ont kiffé Gage Poirier parce que c'est du haut niveau, etc. Et tu as un autre public qui, lui, est là pour le divertissement et en Mais, fait, mais, mais, il s'en fout des oppositions que tu lui mais mets. tu sais, déjà, je te rappelle, on avait été à l'Hexagone à Porte de la Villette. Ouais, Et on avait remarqué que tu as le public de l'Hexagone et t'as le reste. C'est-à-dire que le c'est public du vrai. MMA GP, le public du RS ou du 100% fight et tout, c'est pas du tout le même que le public de l'Hexagone, hein. C'est Ils ont vrai. vraiment. Et donc voilà, en tout cas pour l'Hexagone, pour revenir au combat, c'était un bel événement. J'ai trouvé que limite les combats les plus intéressants, c'était peut-être les débuts de cartes parce que c'était là où il y avait le plus de
c'était plus ou moins disputé. Après, on peut souligner la victoire de Laïd Zerouni qui s'est imposé par soumission. La victoire d'Alix Jean-Guillaume sur Cédric Séverac. J'ai bien aimé la performance de Mathieu Moya qui a gagné sur un triangle. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que ça manquait vraiment cru. Vraiment, hein, c'est mon ressenti. J'ai trouvé que ça manquait beaucoup d'équilibre dans la carte. J'ai trouvé que les différences de niveau entre les athlètes étaient trop importantes. Et on avait, pour le coup, vraiment, on a retrouvé un équilibre sur la carte que sur le combat de Oudina face à Walter Gaza. Vraiment. Et c'est marrant parce que je me rappelle au début, l'Hexagone, c'était des cartes de 6 combats et on ne comprenait pas. Là, ça s'améliore, là, du coup, non? Non, ça c'est bien. Il y avait 9 combats. Pour le coup, franchement, ça, je vais y revenir après. Moi, le point critique, c'est vraiment sur la qualité des oppositions. J'ai trouvé qu'il y avait un gros déséquilibre. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu 8 finishes ou 9 finishes sur la carte. Enfin, et ça s'est fait, c'était unilatéral, quoi, les échanges. À part, comme je te dis, les 2 premiers combats, parce que c'était des niveaux amateurs. Donc, les gars, voilà, eux, ils se sont bien tirés. C'était assez équilibré, mais le reste, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait trop grosse différence de niveau entre les combattants. Mais vraiment, tu vois. Mais maintenant, le public a kiffé parce que c'était spectaculaire. Et c'est ça qui est ouf. Ensuite, sur le lieu, ils ont éteint le game. Sur la qualité du show, spectacle et lumière, franchement, ils ont éteint le game. À ce point-là? Le lieu était incroyable. Gros, franchement, le lieu était incroyable. Moi, pourtant, je suis pas, j'accroche pas en fait les arènes, enfin les événements qui se font dehors. Je sais qu'à l'époque, enfin, ouais, à l'époque, le M1, il le faisait, tu sais, dans des sortes de montagnes. Après, il mettait le ring au milieu, Ouais, mais je sais pas. c'était En fait, je me dis, il peut trop y avoir d'intempéries. d'intempéries. Bah, comme ça, c'était fait à Arès, au Sénégal. Ouais, Et genre, ouais, avec t'avais tout qui la cage qui glissait et tout, là. Après, tu as raison, c'est un risque pour l'organisateur. Mais vraiment, mon gars, fallait le vivre pour voir un peu le truc. Le décor, il était magnifique. Le théâtre antique là, de Orange, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et ça faisait très. Tu vois, pour le coup, on dit souvent, c'est un peu les gladiateurs. Et Le MMA, ça fait penser aux gladiateurs modernes. c'est où Orange, du coup? C'est dans la région Provence-Côte d'Azur et c'est situé à 100 km de Montpellier, c'est situé à 110 km de Marseille, à 20 km d'Avignon et à peu T'es près à mieux 40 renseigné km de que la Nîmes. semaine dernière. J'ai réussi à le situer, mais bon, c'est tout proche de cette région de la Côte d'Azur. C'est vraiment pas. Bon, c'est vrai que c'est la région, Et mais c'est c'est le fait pas. que c'était dans un arène et que ça fasse gladiateur et tout qui était accro, qui était. Bah, le lieu, il est mythique. Je sais pas si tu te rends compte, mais le mur, il fait une trentaine de mètres. Le mur qui était derrière, le mur de Ouais. l'amphithéâtre, il fait une trentaine de mètres. Derrière, il faut imaginer un demi-cercle où tu as les gens qui sont assis. Il y avait 5000 personnes. Je pense que Greg MMA, il en a rempli 4000 à lui tout seul. Facile, incroyable. Il y avait vraiment 5000 personnes. C'était full. Avec le jeu de lumière, parce que le soir, le soleil est tombé, donc tu avais la nuit qui tombait et tu avais un jeu de lumière. Et sur les pierres, ça c'est magnifique. La cage au milieu, l'entrée des combattants a été fantastique. Tu avais au moins 30 mètres. Ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir. Et c'est le seul, par exemple, je l'avais dit au Arès, ce qui est dommage, c'est que l'entrée des Ouais, combattants, elle c'est n'est trop pas ouf. court, ouais. Et d'ailleurs, l'une des meilleures arènes que j'avais fait en termes de gala, et c'était par exemple Mons au Bidden, parce que je trouvais que l'entrée des combattants elle était merveilleuse et le lieu s'y prête Ouais, les bien. escaliers et tout, là. En tout cas, pour moi, depuis la légalisation du MMA sur les organisations françaises qui ont organisé, sur le terme de lieu spectacle, l'Hexagone remporte haut la main mais vraiment haut la main. Il n'y a même pas, il y a même pas à débattre. Sur la qualité de la carte, non, on n'y est pas. Franchement, on n'y est pas. Et je les place encore en dessous de ce que le MMAGP faisait. Ares en 1, MMAGP en 2 et Hexagone. Maintenant, on sait aussi que le MMAGP organise peut-être un peu moins, donc il va peut-être y avoir des combattants qui vont rejoindre l'Hexagone. Et sur la logistique, par contre, c'est pas terrible. J'espère qu'ils m'écouteront parce qu'il y a des petites choses à dire. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur, donc je peux le dire. Absence de bain et de baignoire pour les cuttings.
Ça, je trouve que c'est quand tu organises et tu sais que les combattants font des gros cuttings, c'est scandaleux de ne pas avoir de bain. Absence de sauna. Donc, ce qu'ils ont fait pour pallier à ça, ils ont acheté des saunas, tu sais, portatifs. Mais en gros, il y en avait, je ne sais pas moi si je te dis une bêtise, il y avait 9 combats, 18 combattants et il devait y avoir 10 saunas portatifs. Donc, les combattants devaient se les passer. Bon, ça, je trouve que c'est pas terrible. L'hôtel, franchement, il n'était pas ouf. C'était OK, il était situé à côté de l'aréna, mais c'était pas ouf. Personne pour venir chercher les combattants à la gare. Ça aussi, je trouve que c'est, même si la gare, elle est pas très loin, elle se trouve à 15-20 minutes à pied de l'hôtel, je trouve que la moindre des choses, c'est d'aller chercher les combattants. Pour le gala, par exemple, ils nous ont fait venir à 18h alors qu'on combattait pas avant 23h30. Je trouve qu'ils devraient faire des départs en différé, tu vois, comme ça se fait à l'UFC, comme ils le font d'ailleurs au RS. Dernière chose, pas de salle d'entraînement. Tu vois, la salle d'entraînement, en fait, c'est un gymnase et il y avait une clé. Mais en fait, la clé au réceptionniste, le réceptionniste ne savait pas où était la clé. Et quand on allait au gymnase, bah, le gymnase était fermé. Donc, du coup, on a dû faire toutes les montées de chauffe sans tatami dehors sur un parking. Voilà, des choses comme ça. En fait, ça paraît être des détails. Ça, c'est sur le spectateur, il ne le voit pas parce que lui, il voit Bien que le sûr, combat. Mais quand tu le vis de l'intérieur et quand tu es combattant, je trouve que c'est pas cool. Après, bien je sûr. sais que, par exemple, Greg MMA, lui, il y est pour rien et c'est l'un des combattants phares du truc, tu vois. Mais par exemple, lui, il avait un hôtel de ouf. Il n'était pas situé dans le même hôtel que les autres combattants. Et ça, pareil, tu vois, ce que je veux dire, à un moment donné, oui, t'es main event, ok, bah peut-être que tu seras surclassé, tu auras une chambre un peu mieux que les autres, mais de là à te mettre dans un autre hôtel, moi, je trouve ça moyen, tu vois. Franchement, Mhm. personnellement, je trouve ça moyen. En vrai, ça a dû être à sa demande aussi, non? Ben, peu importe, lui, il a raison d'exiger. Mais ce que je veux dire, c'est que, Bien sûr, après, à ce moment-là, c'est à l'Hexagone de mettre, tu vois, par genre de mettre exemple, des règles et de structurer tout exactement, ça. Ouais. tu vas à l'UFC, les main events, en général, ils sont dans le même hôtel que les autres combattants. Par contre, c'est vrai, au niveau des suites, etc., ils sont upgradés, tu vois, ils ont des bonnes suites, etc. Mais tout le monde est au même endroit. Voilà, moi c'est des choses que je trouve moyen. Après, je sais qu'il a un statut spécial, mais quand même, tu vois, pour les autres combattants, je trouve que c'est important de respecter tout ça. Voilà, après, dans l'ensemble, comme je le redis, hein, ça, c'est vraiment les côtés négatifs, c'est sur la logistique. Qualité de la carte aussi, je pense qu'on peut mieux faire. Maintenant, qualité comment dirais-je, rendu, son, lumière, spectacle, imbattable. Là, franchement, ils ont montré qu'ils savaient faire. Là, ils organisent cette semaine à Béziers, donc on voit aussi qu'ils sont capables d'organiser et de remplir les salles en plein mois de juillet dans des provinces. Donc ça aussi, je pense que bah, c'est des défis qu'ils ont réussi à faire et c'est incroyable. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'on pourra compter sur eux sur la suite. Mais pour moi, il faut qu'ils prennent plus la dimension combattant et qui se mettent un peu du point de vue du combattant et comprendre que le MMA d'il y a 30 ans, c'est plus le MMA de maintenant, quoi. Les combattants, maintenant, c'est des sportifs de haut niveau et c'est fini de se dire, ouais, on prend un tatami, on s'échauffe à l'arrache. Non, ça n'existe plus, ça. Maintenant, les combattants, il y a des protocoles, il y a plein de choses et il faut les mettre dans une zone de confort. Voilà. Bah, merci, Mickey, en tout cas, pour ton retour sur l'Hexagone. Et juste après, Mickey, enfin, le lendemain, il y avait l'Octagone à Prague, il me semble. On avait un Français. En fait, moi, cette info-là, je l'ai su au moment de la pesée. Il y avait Abou Tunkara qui a affronté Bushinger. Je ne sais pas si c'est un short notice. En tout cas, vraiment, je l'ai su allez, il y a 3-4 jours grand max, à peu près. Malheureusement, il s'incline par TKO. Et on avait aussi Lawson Keita, qui est notre ami belge, qui s'est malheureusement blessé lors du premier round. Et donc, on lui souhaite un très, très, très bon rétablissement. Et du coup, après, sur les événements français, on Attends, avait attends, ouais. Et c'est juste à l'Octagone, en fait, à Prague, ils ont organisé deux événements. En fait, des c'était événements. immense, hein. C'était dans un central de cours de tennis, je crois qu'ils ont mis. Je pense qu'il y avait au moins 10 000 personnes. On le sait, de toute manière, l'Octagone, ils ont une puissance de frappe. C'est incroyable dans les pays de l'Est. Et en fait, ils ont organisé un événement. C'était l'Octagone 45 le vendredi et l'Octagone 46 le samedi. L'Octagone 46, clairement, c'était pour moi le meilleur des deux.
Et effectivement, on avait Abu Tunkara qui affrontait Bushinger et qui s'est incliné par KO TKO au deuxième round, comme tu le disais. Et Lozen Keita, lui, qui a perdu, on ne sait pas trop comment, mais qui s'est fait mal à la cheville. Donc, c'est une défaite. Hein, ça restera sur son palmarès, mais bon, c'est pas une défaite. J'ai envie de te dire, c'est un peu dur pour lui. Et par contre, ouais, j'ai vu qu'il avait demandé sa femme en mariage, enfin sa fiancée en mariage. Et d'ailleurs, j'ai été voir, c'est une ex, c'est l'ancienne Miss Belgique. C'est ça. Donc, à toutes nos Félicitations à félicitations à lui, en lui. tout cas, ouais, pour son mariage. Et j'espère qu'il se remettra et qu'il aura récupéré sa ceinture, parce que clairement, perdre une ceinture comme ça, même le gars qui la gagne, il n'a pas fait le fier, quoi. Franchement, c'était. Après, attends, parce que c'était une double ceinture. Donc, il est toujours champion dans sa Oui, catégorie respective. ouais, il a deux ceintures, donc il y en a une, c'est sûr, il l'a gardée, il y en a une, il l'a perdue, mais j'espère qu'il ira la récupérer, parce que clairement, c'était Bien pas. sûr. Bien sûr, après, il m'a l'air d'être bien loti là-bas, donc je pense qu'il y aura une revanche qui sera mise en place. En tout cas, le plus important, c'est qu'il se rétablisse bien et qu'il revienne bien en forme. Donc, et on avait aussi. D'ailleurs, tu as commenté le Rising, c'est ça, sur RMC? Ah J'ai non, je suis combattu. un ouf. Non, c'est pas le Non, Rising que j'ai combattu, mais t'as raison, c'est fait à la suite du Rising, c'était le Bellator Rising. ok. C'était le Bellator vs Rising 2. C'est la première fois, je crois, tu sais, il faisait une sorte de Bellator vs Rising. Ouais, ils Et l'ont en déjà fait, fait auparavant. le main event de ce combat, c'était le quatrième quart de finale du tournoi des lightweight entre Patrick Pitbull qui devait initialement affronter Maki et qui a affronté Roberto Souza en short notice Ouais. et qui s'est imposé à force de calf kick au troisième round. Franchement, dans l'ensemble, la carte, elle était Ouais. pas dingue. Franchement, je vais pas te mentir, elle était pas dingue. J'ai pas, voilà, il y a rien à retirer de cette carte. Patrick Pitbull, c'est sûr et certain, même s'il s'est qualifié en demi-finale, il ira pas chercher le tournoi à 1 million. Enfin, il ira pas chercher la victoire en finale et pas grand chose à dire en fait sur cet événement. Ok. Ouais, comme je disais, il y avait Claire Lopez qui tentait d'être championne de l'organisation qui s'est malheureusement inclinée par soumission au premier round. Et donc, c'était un petit peu un week-end compliqué pour les Français là, à l'étranger. Et sinon, bah, après, il y a eu l'UFC 291, Mika. On va revenir sur la même carte. Ah ouais, incroyable. Tu sais, je suis un ouf. En fait, vers 3-4 heures, je suis sur l'UFC Fight Pass et je vois Geoff Neal contre Ponzibini. Et tu sais, mais bon, je regarde quand même et tout. Et après, je vois genre un trailer sur Amanda Nunes. Je me dis, ah, peut-être qu'ils vont l'introduire au Hall of Fame, tu vois. Et genre, je vois, comment ça s'appelle, Juliana Peña rentrer faire son walkout. Et en fait, je m'étais trompé d'événement, gros. Je te jure, je me dis, mais je suis un ouf. Ah Et ouais, tu bref, regardes. vraiment. Non, mais gros, et en plus, le pire, c'est qu'à un moment donné, il montre Gaïdieu et Rose dans le public. Je me dis, ouais, comment il est là, lui? Tu vois, je me dis, comment il est là alors qu'il combat, tu vois? Non, mais bon, et bref. Donc, je pense que c'était le cerveau qui se déconnectait un petit peu et tout. Et bref. Donc, en tout cas, voilà, j'ai pu me brancher, moi, au moment où il y avait Kevin Holland vs Michael Chiesa. Kevin Holland qui, j'ai envie de te dire, à la grande surprise de tout le monde, qui s'impose via soumission, alors qu'il est sur un très très bon grappleur. Hein. Michael Chiesa, voilà, c'est pas non plus Non le mais gros contender sur la ceinture, mais tu sais, on avait déjà parlé de Chiesa et Chiesa, j'ai toujours dit c'est un excellent grappeur, sauf qu'il ouais. ouvre trop le jeu et à chaque fois, il se fait soumettre alors que le mec, franchement, il est chaud en grappling. Mais tout le temps, il ouvre le jeu et on dirait, je l'avais déjà dit, le mec, on dirait, il ressent pas le danger. Et j'arrive pas à comprendre là que ce soit, par exemple, on le sait que c'est pas un grappleur quand même, Kevin Holland, tu vois. J'ai du mal à comprendre qu'il soit fait pris au piège par Kevin Holland. Et je pense qu'il a sous-estimé une fois de plus le sol de Kevin Holland. Et parce que pour moi, Chiesa, techniquement au sol, il est meilleur que Holland. Mais là, c'est même pas comparable. Genre, les deux, dans un combat de grappling, il n'y a pas feu. Hein. Mais par contre, je pense qu'il a sous-estimé son stand-up, peut-être. Il a trop voulu, en fait. Je trouve qu'en fait, dès le début du combat, il a grillé ses cartouches. Tu sais, il a montré qu'il voulait aller lutter. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, bah, t'as Kevin Holland qui lui met la pression, qui est ça, qui est contre la cage. Et ce que Kevin Holland, il fait, c'est qu'il le tient avec son bras avant. En plus, il a une plus grande allonge que lui. Et ça veut dire qu'au moment où il veut rentrer, il le menace sur des hypercutes, donc il le dissuade un petit peu de rentrer. Et donc, tu vois, à un moment donné, bah, il se retrouve sans solution un petit peu, tu vois. Donc, les takedowns qu'il fait, ils sont appelés.
Enfin, ils sont appelés. Voilà, tu les vois venir de loin. Donc, il avait vraiment aucune solution. À un moment donné, il arrive à lui mettre une pression, il le contrôle avec des body locks. Il veut descendre les mains sous les fesses pour l'emmener, mais tu as une excellente défense de la part de Kevin Holland. Et en fait, à ce moment-là, bah, tu vois que c'est la fin. Tu vois vraiment que c'est la fin. Il se jette sur des single legs. Et c'est à ce moment-là, en plus, qu'il arrive à prendre le barbuck choc, Kevin Holland. Mais Ouais, c'est mais une c'est bonne pas la stratégie. première fois qu'il perd sur une Dark Shock. Je te jure, Ouais, c'est pas. il l'avait fait avec Vicente Luque aussi. Ouais, mais bon, je te jure, je comprends pas. Moi, ça m'échappe d'être aussi fort au sol je crois que la majorité de ses défaites, ça intervient aussi par soumission, alors que la majorité de ses victoires interviennent par soumission. Il y a Ah un ouais. problème, quoi. En tout cas, voilà. Et ensuite, on a vu Bobby Green contre Tony Ferguson. Je m'attendais, honnêtement, moi, j'avais prédit un KO de la part de Bobby Green. J'avais prédit un KO. Après, voilà, c'était quand même un match disputé. Je pense qu'il y avait un peu trop de respect de la part de Bobby Green. Enfin, il avait du mal à trouver son allonge. À chaque fois qu'il voulait rentrer, on voyait bah, le style de Ferguson qui fait qu'il frappe sur tous les angles. Donc, ça le dissuadait un petit peu de rentrer. Mais ça m'a fait mal au cœur quand même de voir Tony Ferguson dans cette. Bon, même si ça fait 5-6 défaites consécutives. C'est un peu compliqué de le voir dans cet état-là, surtout que Bah, tu sais, ouais. t'as toujours un petit espoir quand tu vois le combattant dire ouais, c'est bon, en- entre guillemets, hein, on va dire en gros, je vais revenir en meilleure forme. Là, bon, j'y croyais pas, hein, j'y croyais vraiment pas. Mais de là à le voir se faire soumettre par Bobby Green, et en plus, tu le vois qu'il dort à 10 secondes de la fin, c'est un petit peu chaud quand même. Mais je pense que l'UFC, ils devront, tu sais, au moins au bout de 3-4 défaites, je pense que l'UFC devront vraiment songer à faire quelque chose parce que là, avoir. Imagine sur. Bah, c'est depuis Gaethje en fait. C'est depuis Gaethje là pour la ceinture intérimaire qu'il a connu vraiment une vraie descente aux enfers. Ah bah là, il est sur 6 défaites consécutives. Après, la réalité comment dirais-je, de Ferguson, c'est que autant à un moment donné, il était impressionnant parce que c'était un mort-vivant, il avançait, il prenait les coups. Et maintenant, son capital santé, je pense qu'il est tellement atteint que c'est fini. Et j'en parlais hier quand je disais que tu vois, il y a certains combattants, souvent on a l'impression, on dit ouais, ils sont bien payés et tout, parce que Ferguson, je pense, il prend 300 000, je sais pas combien il doit prendre par combat. J'ai. Attends, ouais, j'ai Mais, cru mais voir ce que, tout à l'heure sur Twitter. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, lui, Ferguson, c'est un mec, tu vois, je pense pas que tu puisses le prendre en tant que expert ou, tu vois, en fait, je vois pas qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après le MMA. Et c'est vrai que ça me fait de la peine parce que je me dis, tu vois, tu vois qu'il c'est malheureux, quoi. Il est dans une situation malheureuse et comme tu le dis, ça me fait mal au cœur. Mais en même temps, l'UFC, ils lui ont donné Bobby Green. Bobby Green, je suis même pas sûr qu'il soit dans le top 15 de l'UFC. Non, mais il doit pas être trop loin, Mika, du top 20. Ouais, Après, il mais est pas mauvais, Bobby Green, attention. Hein. non, mais mon gros, on est d'accord qu'il est pas mauvais, mais l'UFC, c'est l'élite des combattants. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois pas qui on pouvait lui donner de moins bien. Après, tu vois, Ferguson, tu vas lui donner quoi des morts de faim, comme par exemple Benoît Saint-Denis et tout, ça va être la même chose. À un moment donné, des mecs comme Saint-Denis vont, tu sais, c'est des mecs qui en veulent, qui potentiellement vont lui rouler dessus de la même manière. Et ce que je dis, c'est qu'en fait, je pense qu'il a plus trop sa place à l'UFC. Et c'est pas un manque de respect de dire ça. Soit Mais il, pour moi, c'est dans le MMA tout court, Mika. Enfin, tu vois qu'il a pris un coup de vieux, qu'il a pris des dégâts aussi, parce qu'il a fait quand même des guerres sanglantes. Non, mais attention, tu mets par exemple, je dis encore une fois, je dis des bêtises, mais tu mets un Ferguson par exemple sur une plateforme comme le RS. Bien évidemment, il va se faire payer beaucoup moins, mais tu le mets comme une plateforme sur le RS à 70 kilos, il va répondre présent quand même. Tu peux pas dire qu'il va pas répondre présent. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, là, je le vois vraiment comme un ancien et j'ai du mal en fait à le revoir performer. Oui, mais ça c'est clair. Je te dis pas que, non, bien sûr, mais Bah, tu vois, c'est moi ce qui me fait mal au cœur pour lui, c'est qu'il a 39 ans et surtout, je ne le vois pas se recycler dans quelque chose autour du sport. Et j'espère pour lui qu'il a fait des économies, puisque qu'il a clairement, coffré. ouais, parce que clairement, vraiment, c'est le genre de mec, tu vois, c'est la descente aux enchères. La descente aux enfers, ouais. Malheureusement. Malheureusement, écoute, en tout cas, non, c'est vrai que comme je t'ai dit, l'UFC devrait vraiment faire quelque chose. Si défaites, c'est ouf. Et déjà, normalement, t'es cuit au bout de bon. Après, voilà, Tony Ferguson, il a un passé dans l'UFC, mais il me semble que au bout de 3 défaites, tu peux être cuté. Si t'es pas un combattant Ah, spectaculaire, si t'es pas classé et tout. Mais là, bah 6 défaites, tu te c'est rends énorme. compte, il a 6 défaites consécutives. Le mec sur l'UFC,
il a 15 victoires, 7 défaites, et là, il est sur 6 défaites consécutives. Ça veut dire que le mec, à un moment donné, il était à 15-1 à l'UFC. C'est incroyable. Il avait une série de victoires qui était inégalée quasiment. Et c'est vrai que c'était potentiellement un Hall of Fame, on va dire. Et maintenant, en fait, il ternit son image, quoi. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. C'est vraiment ce qu'on peut appeler la descente aux enfers. Bien sûr. Et, ouais. Et donc, du coup, il y avait le retour de Derek Lewis, Mika, qui s'est imposé, qui a su faire le show, comme à son habitude, parce qu'il était sur 3 défaites consécutives. Et en plus, c'était des sales défaites, hein. Des KO, des soumissions. Donc voilà, après, le poids lourd qu'il a affronté, je pense que c'est pas un poids lourd qui est connu du grand public, mais en tout cas, il a su faire le show. Et c'est fou de voir, en fait, sa détente pour son gabarit, pour son poids. Il a mis un genou sauté, voire un double genou sauté. Ça fait mouche. Et après, il a su finir le boulot en ground and pound. Et du coup, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il est agent libre. Donc, je pense qu'il arrive en fin de contrat avec l'UFC. Donc, voilà, c'est des probabilités. Enfin, ouais. Lui, l'air de rien, il a un record quand même à l'UFC, c'est pas rien. C'est 14 KO TKO, c'est le plus grand nombre, je crois, à l'UFC. Il a le record, hein. Il a le record. Après, je pense que le seul qui était apte à le battre actuellement assez rapidement, c'était Ngannou s'il était resté. Et en termes de ratio combat réalisé et KO intervenu, Ngannou était devant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes ce qui fait l'air de rien d'Eric Lewis, en fait, il a marqué son histoire quand même, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Sur 20, tu sais que c'est un mec qui a quand même presque 30 combats à l'UFC, on se rend pas compte comme ça. C'est un mec il a 27 combats à l'UFC, c'est énorme, tu vois, c'est vraiment énorme. Et il en gagne 14 par KO. Donc sur ses 18 victoires, il y en a 14 par KO et 4 à la décision. C'est fou, hein. C'est quand même fou. Après, voilà, ça reste 14 victoires par KO sur 27 combats. On est loin des ratios d'Ngannou quand même. Et en tout cas, voilà, donc je disais, en gros, de ce que j'ai pu voir sur la toile, c'est qu'en fait, il arrive en fin de contrat. Et donc, du coup, apparemment, le PFL serait en train de rechercher Enfin, c'est pas que le PFL est en train de rechercher un adversaire pour Ngannou, mais en tout cas, Ngannou, il avait parlé d'une clause dans son contrat qui faisait que ses adversaires pourraient empocher un minimum de 2 millions, 1 million de dollars. Donc, pourquoi pas une revanche d'Eric Lewis et Ngannou au PFL. C'est pas impossible en tout cas. Franchement, ça aurait du sens pour laver un peu le palmarès d'Ngannou. Ça voudrait dire que moi, j'aimerais bien dans le sens où ça voudrait dire que c'est 2 seules défaites derrière. Moi, tu sais très bien, j'apprécie Ngannou de manière. Mais j'aimerais bien dans le sens où Miocic, il l'a battu derrière, il bat Miocic. Derek Lewis l'a battu derrière et c'était un no-fight le pire du monde. Faut dire la vérité. Après, c'est de la faute d'Ngannou aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il gagne Derek Lewis, ça me fait plaisir dans le sens où il aura battu tous ceux qu'il a affrontés et il aura pris sa revanche sur tout le monde qu'il a affronté. Ouais, bien sûr. Après, Derek Lewis au PFL, ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment un produit, je vais te dire, 100% UFC, Derek Lewis. Non, mais clairement, c'est pour ça. C'est vrai, quand tu regardes le mec qui a 27 combats à l'UFC, je pense que l'UFC a tout intérêt en plus à garder Derek Lewis pour faire obstacle aux futurs contenders. Tu vois, c'est sûr, il n'ira pas chercher la ceinture, mais je pense qu'ils peuvent le monter jusqu'à 30 combats. Ça serait beau, tu vois. Il a eu un title fight il l'a eu avec Cyril Gane déjà. Ah oui, il l'a eu contre Cormier aussi. Et avec Cyril Gane aussi, ouais. Mais là, je pense que c'est fini. Il fera plus de rush. Non. Ouais, bah oui. Mais je pense qu'il fera plus de rush à la ceinture. C'est quasiment sûr. Après, Mika, je te jure, avec cette catégorie-là, on est à l'abri de rien. Ouais, mais attention, moi, je te dis, la catégorie heavyweight, je t'en avais déjà dit. Il y a John Jones, bon, ok. Il y a Miocic qui va revenir, ça, j'y crois pas. Tu vois, tu vas me prendre pour un fou, mais je te promets que pour moi, Derek Lewis face à Djalmeton Almeida, c'est pas un combat qui. Voilà, il y a moyen. Non, parce que quand je vois par exemple Pavlovich, la manière dont il s'est débarrassé de Lewis, je crois pas. Ah oui, c'était il y a quelques. Je crois que c'était l'an dernier. Non, en fait, c'est pas ça. C'était en fait, c'est la manière en fait dont. Tu sais, c'est un petit peu. Je suis pas trop fan des gens qui se jettent de cette manière-là, la manière de Djalmeton. C'est efficace, hein. C'est vraiment efficace, hein, mais regarde bien la première entrée qu'il fait face à Jairzinho, il se fait quand même connecter. Enfin, légèrement. Ça, il vacille pas, il n'y a rien. Et je te jure qu'avec Derek Lewis, ça paye pas.
Moi, je Rappelle-toi la sais manière dont pas. il a voulu rentrer dans le Maintenant, Davis. Mais Marie, voilà, c'est une supposition de ma part. ouais, moi, Ah, maintenant, je te dis, il y a John Jones, Pavlovic, Gain, Miocic, Blades, quand tu dis Gain, c'est Aspinal Gan, et Mika, c'est un français. qui ça? Gan. Ouais, bah, je dis Gain, wesh. Aspinal et Almeida, pour moi, là, c'est les six qui font que la KT elle revit. Et je trouve que l'arrivée de Almeida, le retour d'Aspinal et l'arrivée de, comment dire, Pavlovic font qu'il y a vraiment du renouveau dans la KT. Compétitif, ouais. Et je pense que même pour Cyril Gann, c'est quelque chose qui doit le motiver, tu vois, parce que clairement, euh, tu vois, ça. Ah non, Non, là, ça c'est. Là, faut aller. là, je trouve qu'il y a Faut- vraiment la KT, je trouvais, elle n'était pas disputée. Et là, pour le coup, je trouve que le top 6 de la KT, il est énervé. Ouais, vraiment, vraiment. Mika, on en a parlé rapidement avant de démarrer l'enregistrement. Alex Pereira, Jan Blachowicz. Ok, donc il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un vol. Ah ouais. J'ai vu le combat une fois à chaud, je l'ai revisionné. Déjà à chaud, je me dis que c'était un vol, mais légèrement. Et Non, honnêtement, bon, le premier round. Donc déjà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Mais le premier round, forcément, on le donne à Blachowicz parce qu'il emmène au sol. Il passe peut-être 30 4 minutes dans le dos de Pereira, il essaie d'étrangler, voilà. Donc forcément, le premier round, il est pour Blachowicz. Maintenant, le deuxième round, il score une emmenée au sol. Pereira, il défend, il se relève, et tu regardes bien, il enclenche la marche avant. À l'époque, j'aurais clairement dit que le combat, il est pour Pereira, pour Blachowicz. Mais avec les nouvelles notations, Mika, avec tout ce qu'on a pu voir là, on va pas refaire l'histoire. Mais je pense que c'est pas un vol. Je suis désolé, mais moi, pour moi, c'est pas un vol. pour Regarde bien le moi, deuxième round. c'est la barbe du siècle. Non, La barbe t'abuses, du Mika. siècle. Ah non, mais Là, c'est c'est une comme un barbe. peu le combat contre Petroyan Et et- O'Malley. Mais ouais. c'est une barbe. C'est une barbe Ouais, ce non. qu'ils ont fait. Mais si, c'est une barbe. Non, mais franchement, je sais pas si tu le fais, peut-être tu dois sûrement le faire, mais moi, je t'invite à revisionner le fight à chaud et à froid. Parce que je te jure que je l'ai revisionné juste là. Non, gros, c'est une barbe. Cherche pas. Faut Eh arrêter. non, Mika, À force, non, mais j'entends les nouveaux critères de notation et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand tu passes 3 minutes sur le dos dans un combat et qu'en plus, tu as une volonté c'est d'avancer, sur le premier etc. round, ça. Non, mais même le deuxième round, Ouais, mais Pereira, il met pas vraiment t'as de vu frappe les dégâts qu'il significative. inflige. T'as vu les Bon, dégâts qu'il arrête, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de Bah, dégâts. Franchement, franchement, il a pas, j'ai pas senti Pereira archi dangereux. Et même au troisième round, ok, Blachowicz, il était fatigué, etc. Mais il n'y a pas eu non plus, tu t'es pas dit, ouais, il a ébranlé Blachowicz. Franchement, à aucun moment, pour moi, dans le premier, deuxième round, tu mets Pereira devant. Jamais. Mais franchement, ça m'a même pas effleuré l'idée que tu le mettes devant au premier et deuxième round. Franchement, moi, je trouve bah, que déjà, le deuxième round, t'en es sûr qu'il est pour Pereira. le quoi? Le deuxième round. Non, moi, je dirais pas ça. Non, Ah, en moi, tout je pense cas, que carrément, ce qui a porté à discussion, c'est le deuxième round. Parce que le troisième round, bon, je pense que Blachowicz, il a combattu en se disant il savait qu'il avait gagné. ouais, mais, bah ouais, mais en tout cas, moi, voilà, je suis persuadé que c'est malheureusement pour Blachowicz, c'est malheureusement les critères de notation qui font que bah, c'est le striking qui prend les devants maintenant. Parce que, non, Mais, en tout cas, ouais, mais le MMA, c'est pas ça. Dans ce cas-là, il faut faire du kickboxing. Il faut arrêter à un moment donné. Non, mais non, faut mais arrêter. Mika, en Ce que je fait, veux dire, c'est que. je suis Non, mais pas, là, je suis pas, j'entends ce que tu dis, mais là, je me fie avec les nouvelles règles. Enfin, ouais, mais avec les même, nouvelles règles. même avec les nouvelles règles, à un moment donné, ce que je veux dire, c'est quand tu regardes les nouvelles règles, il y a aussi la domination dans la cage. Et Et Blachowicz, il domine plus non, dans mais la en cage. gros, de ce que j'ai compris, voilà, tu emmènes un gars au sol dans le premier round, ou peu importe, tu l'emmènes à 5 minutes, voilà, pendant une 30, 2 30, le mec, voilà, il sort les hanches, tu le récupères, tu mets quelques frappes sans vraiment faire des dégâts. Le mec, il va chercher la cage, il se relève. Même s'il reste 40 secondes, voire une minute, et que le mec, il te met une pression, une marche avant, et que toi, voilà, vu que tu as utilisé du jus, bah, tu es un petit peu sur le reculoir, et que le gars, il avance sur toi et qu'il te met la pression et qu'il met des frappes, et qu'il montre l'intention de vouloir finir le combat, en plus, pour vraiment rattraper son retard, du fait que tu l'as contrôlé et tout, bah, ce que moi j'ai compris, c'est que le rune peut basculer en sa faveur. Parce qu'en fait, toi, voilà, tu as pris du temps. Et après, c'est un petit peu malheureux parce que lorsque tu luttes un gars, bah, tu peux pas directement finir, tu dois le contrôler, tu dois prendre une position. Donc, forcément, ça, bah, le chrono, il tourne, alors que sur la partie striking, bah, tu te lèves, tu montres l'intention de vouloir finir le combat.
Et bah, les juges vont sûrement te donner le round. C'est de ce que j'ai Moi, compris en tout cas. ouais, mais moi, là, pour le coup, tu me donneras pas. Non. Ah Je non, vois non, pas. j'essaie pas j'essaie pas d'être convaincre. Attention, je te dis de ce que moi j'ai compris. Après, voilà, des fois ça varie, des fois c'est. Tu sais, c'est comme pour le combat entre Jared Gordon et Pimblet. C'était un peu la même configuration, sauf Ouais, mais que là, Pimblet, il perd le combat aussi. oui, on est d'accord, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. On peut me raconter ce qu'on veut. Mais bon, on ne va pas dire que c'est une barbe du siècle. Je pourrais pas dire que c'est la barbe du siècle. C'est Pour pas. moi, regarde, tu reprends les 3 combats. O'Malley, Petroyan, je mets Petroyan devant. Blachowicz, Pereira, je mets Blachowicz devant. Et Pimblet contre l'autre, je mets l'autre devant. Et de la même manière qu'à l'époque, quand Reyes il avait combattu contre John Jones, je mettais Reyes devant. C'est comme ça. Moi, je dis qu'à un moment donné, on note les juges. On peut me dire ce qu'on veut. Je Après, sais c'est pas. autre chose, Reyes et John Jones. C'était. Non, ouais, il n'y avait pas les critères de notation. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai l'impression que dans la tête des juges et des arbitres, ils notent l'histoire des combats, le contexte du combat. Et il n'y a pas à noter le contexte du combat. Il faut noter comme si tu as un combattant A, tu ne sais pas c'est qui, combattant B, tu ne sais pas c'est qui, et tu notes. Bah non. Mais ouais, Enfin, face à un champion. Non, face à un champion, c'est pas possible. mais gros, Reyes, il avait fait le taf face à John Jones. Tu regardes le combat 2 fois, 3 fois, 4 fois, Oui, il oui, gagnait. oui, oui. Mais maintenant, oui, c'était le champion, et voilà. Et ça a joué. Et je sais que ça a joué dans la tête des juges. Mais bon, en tout cas, voilà, il y avait le main event qui opposait Dustin Poirier face à Gaethje pour la ceinture BMF. Victoire, pour moi en tout cas, bon, on n'avait pas fait la preview et tout, mais sans surprise, pour moi en tout cas, de Gaethje. Déjà, un combat, t'es sûr qu'il ne va pas à la décision. Après, il faut rappeler le contexte, c'était que Poirier l'avait emporté par TKO il y a quelques années en arrière. Donc là, c'était le combat revanche pour la ceinture BMF. Et moi, je trouve qu'on a vraiment un nouveau Gaethje, vraiment qui est posé, qui est intelligent, qui va pas à la bagarre. Et pour moi, la seule manière, en fait, la seule solution pour Poirier, c'était d'aller à la bagarre. Parce que quand il va à la bagarre, il a un aussi gros punch que Gaethje, mais sauf qu'il a une meilleure anglaise, il boxe plus en volume. Donc pour moi, vraiment, sa solution, c'était lors de la rencontre. Sauf que là, bah, tu as Gaethje qui est beaucoup plus patient, qui va moins à la bagarre. Mais tu vois que parfois, il a envie tu vois, de monter les mains et d'avancer et de se castagner. Mais il a été patient, et ça a payé un bel high kick. Et voilà, sans surprise, qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat, Mika? Bah, ce que j'en ai pensé, déjà, j'aime beaucoup les deux combattants, mais c'est vrai que moi, je suis team Poirier. J'adore Ah, Poirier. c'est bien sûr. Franchement, moi, Poirier, ça a toujours été pour moi le. En fait, en termes d'abnégation, de carrière et tout, je trouve que c'est incroyable ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Et du coup, ça m'a fait un peu mal au cœur de le voir perdre comme ça. Après, quand tu regardes le premier round, il est serré, mais déjà le premier round, j'aurais tendance à le scorer à Gage parce que j'ai trouvé que sur les impacts de frappe, c'est quand même, même s'il y a eu un plus gros volume de la part de Poirier, tu as quand même, c'est vrai, le sentiment que Gage, quand il touche, tu sens, tu sens qu'il a la foudre dans les Ouais. mains. À l'arrivée du deuxième round, bah, bizarrement, j'ai trouvé que Poirier, moi, il trouvait bien la distance face à Gage et je trouvais qu'il anticipait bien les trucs et j'étais grave en confiance. Et tu as ce high kick qui sort un peu de nulle part, hein. Franchement, il le met. Tu vois qu'en plus, le mouvement de hanche, il est pas, il est rigide, quoi. Ça part de, c'est vraiment tout en force, tout en puissance. Ouais. Et il se fait lourdement toucher et fin du game pour lui. Maintenant, obligé de reconnaître que Gage, il a été au-dessus sur la prestation. Gage, il m'avait déjà impressionné parce qu'il avait surclassé Fiziev en termes de striking lors de son dernier combat. Et Fiziev, c'est quand même, en termes de striking, ce qui se fait presque de mieux dans la KT des 70. Après, on le sait, contre Oliveira, bah, il a déconné parce qu'il s'est jeté un peu après l'avoir touché durement. Il avait battu, par exemple, quand tu regardes ce qu'il avait fait contre Chandler, je trouvais que la victoire était plus propre que celle de Poirier contre Chandler, par exemple. Je trouve que Gage avait montré. Maintenant, Gage, moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est le nombre de bonus qu'il a eu à l'UFC, par exemple. Dès C'est qu'il fou, sort hein. à l'UFC, c'est un gars qui prend quasiment un bonus assuré. Et là encore, il a pris, je crois qu'il a pris un bonus encore sur la Ouais, performance ouais. de la soirée. Maintenant, rien à dire. Franchement, rien à dire. Gage, il s'améliore. Comme on le dit là depuis son opération des yeux, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une amélioration dans son game plan. Il gère mieux ses espaces, il gère mieux ses déplacements.
Ça s'était vu notamment, je trouve que la transition, elle s'était bien vue, c'était face à Ferguson, quand il avait fait son 5x5. Il avait détruit littéralement Ferguson. Et voilà. Et d'ailleurs, chaque adversaire qui affronte Gage, derrière, c'est la descente aux enfers pour eux. Je pense à James Vick, on n'en entend plus parler. Le pauvre, je crois qu'il est sur 7 ou 8. Il t'a marqué, lui. Hein. Bah, c'est incroyable, le pauvre, ce qui s'est passé. Et le mec, maintenant, il est reparti dans le karaté. Je rigole pas, gros. Non, mais je rigole pas. Gros. Le karaté dans l'arène, là. Ouais, je rigole pas, mon gros. Ce que je te dis, c'est que ce mec-là, Gage, quand il prend ton âme quand tu feras Non, c'est vrai. Et j'ai d'ailleurs hâte, c'est de revoir Fiziev pour voir si Fiziev, il a gardé un peu, on va dire, des séquelles, tu vois. Là, ça va, parce que c'était comme un combat engagé. Enfin, même si à la fin, tu vois qu'il y a une accélération et tu vois qu'il le surclasse légèrement, mais c'est pas un combat à un sens, quoi. Donc ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Fiziev, c'est ce qui se fait de mieux en striking. C'est ça. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Chez Gage. Après, Gage, là où je l'avais trouvé ultra décevant, c'était contre Nurmagomedov, contre Khabib. J'ai trouvé vraiment qu'il a été résigné. On dirait qu'il savait qu'il allait perdre. Un peu à l'image d'Oliveira face à Makhachev. J'ai l'impression, tu vois, ils sont venus combattre sans. Après, c'est là où tu vois que c'était vraiment un champion de 2000 ans et on a tendance à l'oublier, Khabib, là. Alors, quand il était actif, il n'y en avait aucun qui pouvait parler avec lui. Honnêtement, la manière dont il dominait les rounds, il n'y a pas de débat. Et c'est là où tu vois qu'il arrivait à annihiler le style des gars en face de lui. Mais moi, forcément, je pense que là, ça le qualifie directement pour une ceinture. Mais donc, déjà, j'aimerais voir cette trilogie-là. Et là, je me dis que. En fait, j'aurais aimé voir une revanche entre Oliveira et Gage avant. Et que le gagnant prenne Makhachev. Donc, forcément, je pense que là, s'il reste inactif pour le moment, Gage, forcément, il va prendre le gagnant de. Là, je pense que voilà, il y a pas de doute. Je pense qu'il va être le prochain à être. Et pour moi, ça va être. Ouais. Non, je dirais que pour moi, ça va vraiment être le dernier de l'ancienne génération à avoir le title shot. Parce que pour moi, là, voilà, il y a Oliveira qui, si Oliveira ne passe pas, t'as Gage. Après, je vois pas qui de l'ancienne génération pourrait venir entre guillemets. Clairement, c'était Gage. On le savait, c'était. Ouais, c'est ça. C'était Gage ou Poirier qui allait affronter Makhachev derrière Oliveira. C'est un peu avec Oliveira, Gage, Dariush, c'est les 3 derniers de la génération des 70. Après, on voit que t'as les Tsarukian, t'as Gamrot qui arrive peut-être derrière et peut-être d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit très peu de personnes pouvoir battre Makhachev. Et quand on voit comment Makhachev il s'est débarrassé d'Oliveira, c'est vrai qu'aujourd'hui, limite, on est plus hypé par un Gage Makhachev que Oliveira 2 contre Makhachev. Surtout que ça se repasse encore une fois de plus à Abu Dhabi. Et on sait que là-bas, c'est une terre conquise pour Makhachev. On sait que la pression est difficilement supportable pour comment dirais-je, pour Oliveira. Donc, ça va être archi compliqué pour lui de gérer la pression. Et je vois très peu de chances pour lui de s'imposer. Maintenant, je trouve que le premier combat, il est passé au travers. Et quand je vois la performance d'Oliveira face à Dariush, je me dis que quand même, c'est un monstre. Et que son niveau devrait faire qu'il arrive à poser plus de difficultés. Mais quand tu vois le dernier combat, tu te demandes comment c'était possible aussi. Donc, je sais pas, je peux pas te dire quoi. À ce niveau-là, ça va tellement vite. On verra comment ça va se dérouler. Il me semble qu'on a fait le tour, Mika. Il y a, à part l'hexagone là déjà dites-nous ce que vous en pensez dans le chat. Mais à part l'hexagone là, il n'y a plus d'événements français là. Enfin, c'est le dernier événement de l'été. Après, tu sais que je regardais, alors j'explique, parce qu'on a l'hexagone 8 qui devait se passer au mois de juin, qui a été décalé et qui se fait en fait la semaine prochaine à Béziers. Donc d'ailleurs, ça se fait à Béziers le 4 août, donc c'est samedi. On aura Wilson Varela qui fait une ceinture chez les lightweight en France. On a le retour de Stéphanie Page. Après, on a des Français qui sont pas entre guillemets archi connus. Et on a une autre ceinture qui est en jeu, mais qui est 100% internationale. Et je vous invite à regarder. Il y a un des gars qui m'impressionne, moi, c'est un featherweight. Il s'appelle Dean Garnett. Il est archi fort à 61. Je le trouve archi fort, ce mec-là.
Et donc, je vous invite à regarder. Et en tout cas, ça prouve que l'Hexagone, bah voilà, c'est leur 10e événement, parce que ça, c'est l'Hexagone 8, mais qui a été décalé. L'Hexagone qui continue et qui s'inscrit comme un incontournable. Maintenant, on va voir si ça dure. Mais ce qui est bizarre, c'est quand tu regardes leur événement pour la planification de fin d'année, il n'y a rien pour l'instant. Ils n'ont rien annoncé sur la fin d'année. Je sais que le Ares qui devait revenir au mois de septembre, l'édition du mois de septembre, elle a été annulée et ça se déroulera au mois d'octobre. Le prochain événement du Ares se déroulera au mois d'octobre. Donc ça, c'est l'une des nouvelles qu'on a. Normalement, le main event, c'était Aïda contre Younoussov. Donc c'est toujours validé, mais ça se fera au mois d'octobre. Et c'est assez bizarre, c'est vrai qu'on n'a rien là qui va être proposé, ni par le ARS. Il y a le MMAGP apparemment qui ont annoncé qu'il reviendrait au mois de septembre, affaire à suivre, mais rien d'officiel pour l'instant. Non, parce que c'est déjà dans un mois. Exactement, en réalité ça va vite, mais voilà, il y a très peu de choses. Après, on sait qu'on a l'UFC Paris. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a deux organisations qui se détachent. C'est le ARS et l'Hexagone. Le MMAGP, ils ont eu un gros ralentissement sur les 3-4 derniers mois. Là. En réalité, ils n'ont pas organisé depuis Cédric Doumbé. Si T'es sûr? Je sais pas. Attends, je vais regarder. Faut pas qu'on nous tombe dessus. Ah, moi, je fais attention à ce que je dis maintenant. Ah ben, t'as bien raison. Attends, je vais regarder. Alors, le dernier, pour moi, c'est Doumbé Klimas le 4 mars. Ok. Bien ce que Ok. Et celui du 17 juin a été annulé et celui du 7 juillet a été annulé. Et donc là, ils annoncent le 16 septembre, mais voilà, il n'y a pas plus d'indications que ça. Ok, ça marche. Ouais, donc, après, de toute manière, en général, tu n'as pas d'événement en été. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Tu sais, en général, les derniers événements, c'est vers le mois de juin en France. Après, en général, tu as une coupure de juillet, août. Donc là, il n'y a que l'Hexagone en cas qui est actif. Et j'ai discuté avec Clément ce week-end. J'ai vu Clément Marcoux, il n'était pas content après toi, bien. C'est vrai? Ouais, parce que tu as dit que, comment dirais-je, il n'était pas spectaculaire. Non, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Il n'était pas content. Clément, si tu t'entends. Ben non, mais on t'invite, Clément. Faut qu'on en discute. Famille, Clément, c'est la famille. Clément et Fred, c'est la famille. Les gars. J'ai essayé de cuisiner Marco pour avoir des croustilles, mais il voulait rien me dire. il m'a juste dit arrêtez de croire qu'on est débile et qu'on ne fait rien pour Abdul. Donc non, c'est pas ce qu'on a signé, mais par contre. Non, attends, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que si, en gros, l'UFC ne se faisait pas avec Abdul là, au mois de septembre, ils envisageaient d'autres pistes, mais il est resté archi vague là-dessus. Et il m'a dit en gros que Abdullah s'entraînait. Il faisait un camp d'entraînement comme s'il allait combattre au mois de septembre. C'est la seule chose que je peux vous dire. Et je voulais dire quoi? J'ai oublié. En tout cas, voilà, on l'invite dans l'émission. On pourra parler de ce cas-là. Après, en fait, le problème, c'est que nous, on peut que spéculer parce qu'il y a un silence radio. On n'entend rien. On n'entend rien, tu vois. Il était fâché, hein, Clément. Faut y aller pour fâcher Clément. Il a toujours le sourire. Après, ça va, j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, après, je parle avec lui, mais il n'y a rien. Mais il était fâché quand même. Et il a dit qu'en France, Abdou prenait tous les 77 dans la même soirée. Dans la même soirée, il a dit. Hein. Ça veut dire que... Non, mais après, faut bien recontextualiser. Quand je dis qu'Abdul n'est pas spectaculaire, déjà, Abdul, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est vraiment, en fait... Non, en fait, je me pose tellement des questions. C'est pas le côté au sol. Parce que lui, c'est ça, je pense qu'il l'a mal pris, c'est que tu dis que c'est pas spectaculaire dans le sens, alors qu'il finit ses combats, il finalise. Tu sais, la dernière fois que c'est Conor Gracie qui a combattu contre le Canadien. Je sais pas, mon gros. On en avait parlé en plus avec Aldric et tout. C'était Conor Gracie contre Charles Jourdain. Ouais. Et tu t'en rappelles ou pas du comment il s'est déroulé le combat? Conor Gracie qui n'arrive pas à boxer. Ouais. Et après, à la fin, je crois que tu as Dana White qui. Je sais pas si je suis fou, mais je crois que Dana White l'avait parlé en tout cas, en me disant qu'il avait l'impression d'avoir vu un combat des années. Tu vois, genre du début de l'UFC, tu vois, dans les années 90. Et en fait, le problème, c'est que voilà.
c'est par rapport à, en fait, à ce genre de choses-là que je dis que c'est pas spectaculaire, par rapport au fait qu'il y ait très peu de boxe Il n'y a pas de pour clip-on, ouais, j'ai compris. Mais ouais, c'est c'est pour ça. ça qu'il faut être précis dans ce qu'on dit parce Non, qu'après, mais c'est. après, de toute manière, j'ai envie de te dire que les gens, ils aiment bien tu sais, prendre un petit truc et Mais c'est tu pour vois. ça, Clément, viens nous sortir tous les croustilles dans le Michael et Bichot. Viens nous sortir tous les croustilles, mon Clément. Et en plus, le fait que, comme je dis, il y a un silence, bah forcément, nous, on spécule. Et moi, c'est vraiment, en fait, le fait qu'on n'ait pas de piste qui me fait dire ça, en fait. Si c'était pour une question de visage, j'aurais dit, ah, ben, c'est pour ça. Si c'était pour une question voilà, donc c'est vraiment par rapport à ça. Donc Clément, on le répète. En plus, on l'avait reçu l'an dernier, depuis on dit qu'on allait s'en refaire un. Mais voilà, On va n'hésitez le pas à aller recevoir. On va s'abonner essayer de le recevoir, les gars. le FMC, la page, je crois, On ou vous Clément invite Martin. tous à, on vous invite tous à aller sur la page de Clément sur Instagram et de lui dire de venir au IB Show. Ouais. Bon, en tout cas, merci à tous et bonnes vacances Et à tous. tu peux pas, Mika, ou pas? Même pas, mon gars. Ah, Ouais. nada. J'ai pas d'argent, Ibi. Les, Alors que toi, tu loues des belles voitures et tout. Hein. jamais de la vie, c'est pas vrai. Avec l'argent des podcasts, tu loues des belles Ah, voitures. il t'envoie la vidéo. Ouais, il m'a envoyé la vidéo. Ouais, c'est une galère, Biggie. Et non, j'allais dire quoi, moi? Ouais, donc toujours pas de retour pour toi, là? Ah, pour l'instant, il n'y a rien encore. Ah, du Ok. tout. Tu vois pas, j'ai fait petit dégradé. Je me suis pris. J'ai rien. Ah, pourtant, j'ai bronzé et tout. Ça veut dire, normalement, ça, c'est quand je fais ma fight week, je suis toujours bien, tu vois. Mais là, non, rien. Bah écoute, à voir. Ah, mais si, il y a l'Hexagone. En plus, on disait l'Hexagone. Mais si, il y a l'Hexagone Brave au mois de septembre. Mais Ah oui, c'est vrai. ils Ah l'ont pas oui. annoncé sur leur topologie. Mais si, Ouais, si. bah il y a Minaïb qui sera sur la carte. Je l'avais Bah, tu vois, deviné, ça, quand on l'avait l'Hexagone, reçu. quand même, ils sont sur une. Non, Ils viennent concurrencer le Ares, hein. Faut faire attention. Hein. Enfin, attends, il y a concurrencer. qui? Ils Non, viennent, euh, ils je viennent pense. talonner le Ares. Franchement, je pense que pour le moment, il n'y a pas photo, honnêtement. Non, Enfin, moi, en je termes de pense que tu quantité, sais, tu c'est en parles? quoi qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'il n'y a pas photo, c'est en termes de matchmaking et de storytelling, entre guillemets. Tu vois, par exemple, le combat Aïda Youssounov, c'est un combat qui me hype de ouf. Alors qu'en soi, c'est pas des mecs qui ont. Tu vois ce que je veux dire. Mais parce qu'en fait, ils savent créer des histoires. Et l'Hexagone, je pense que c'est ce qui manque un peu, c'est la construction des cartes et surtout des profils qui marquent. Tu vois, des profils qui marquent. Mais c'est Mais surtout ça même va en termes arrêter. de communication, c'est pas pareil. Oui, non, mais Tu c'est vois. ça, on est d'accord, mais c'est en tout cas, sur le côté Regarde, événementiel, je te jure qu'ils savent organiser. Vraiment, je te jure qu'ils savent organiser. Parce que après, moi, je dis ça parce que j'ai vécu de l'intérieur, hein, en combattant. Après, par exemple, là, mon avis, c'est je me suis fait à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, mais après, en fait, puis même, t'imagines un Kalamoussou, Mickaël Lebou à l'Hexagone ou MMA GP, ça aurait pas été pareil. Ils savent faire. Même le fait qu'ils sont, c'est tu as la sueur, qu'ils sont avec eux, donc ils organisent des face-à-face. Ça bah, va. tu le Pour vois, moi, en tout cas, ça va être compliqué de les détrôner. mais tu le vois, la sueur, ils ont communiqué que sur Greg MMA, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal parce que eux, on le sait de toute manière que c'est un média qui est là pour faire du clic. Et donc, bon, bah, Greg MMA, c'est l'incontournable parce qu'il a, franchement, pour le coup, je crois que même moi, je n'avais pas pris la mesure comment dirais-je, du niveau de popularité Mais gros, de mais Greg MMA. Karaté C'est Bushido, incroyable. tu vois pas Non, le mais nombre de vues qu'il y a, oui, c'est mais énorme. Hein. pour moi, Karaté Bushido, sans être méchant, il y avait beaucoup de public de self-défense dedans. Tu vois, pas forcément de MMA. Mais en Oui, tout mais cas, en tout cas, il il a a déjà pris sa touche converti, avec. je te C'est ça. jure qu'il les a convertis au MMA et le public qui était là présent, je pense que les trois quarts étaient là pour lui. Vraiment. Ok, ouais, non, mais il est populaire. Hein. Après, moi, j'aimerais bien voir, par exemple, je te jure, un Greg MMA contre Laïd, par exemple. Je te jure, j'aimerais bien voir ça. Mais non, mais Mika, Pourquoi? mais tu peux pas comparer les deux quand même. Tu Enfin, peux. non, Bon, non, non, non. gros, physiquement, il est Je- présent, hein, Greg MMA. physiquement, il est présent. Il n'y a pas de souci. Il a 45 balais quand même, Mika. Là, il est au top de sa forme. Ouais, mais gros, quand tu vois en sparring, gros, quand tu vois dans sparring dans ses vidéos, il tient, gros. Tu l'as vu le sparring qu'il a fait avec, je sais plus c'était qui au sol. Gros, il est là, hein. Il est chaud au sol, gros. T'es fou, quoi. Ouais, mais le sparring et combat, c'est pas pareil. Ah ouais? Bon, je sais pas. Non, non, Je sais pas. là, mais écoute, je sais pas. Mais bon, je sais J'essaie pas. j'essaie de créer du storytelling pour l'Hexagone parce qu'ils savent pas faire. Alors, du coup, j'essaie de. Non, ben,
Écoute. En tout Bon, cas, il a dit vas-y, en tout cas. qu'on n'aura pas le combat contre Ibra TV. Non, mais ça, c'était sûr. Ouais, et puis même de toute manière, ça ne peut pas se faire. Hein. Il n'a pas de combat pro Ibra Ouais, mais TV. ça, Donc... tu sais très bien que en allant en Suisse combattre au Casino de Belle, tu peux t'affranchir de tout ça. Ah ouais? Qui a fait ça? Ok, bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Merci Vas-y. pour votre fidélité, Ciao à Mika. tous. Bonne journée, bonne semaine à toi. Ciao, ciao, yes.